France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 28 août avec ce sujet à la une et cette question que l'on vous pose aujourd'hui à laquelle nous allons tenter de répondre dans quelques instants. Le torchon brûle entre la France insoumise et les militants des quartiers populaires. Le parti de Mélenchon a-t-il définitivement anéanti ses chances d'être élu à la prochaine présidentielle? On en parle dans un instant avec vous, avec Maïssa Leroy et Abdeslam Itache sur France Maghreb 2. À quelques jours de la rentrée scolaire, cette question école privée banlieue, pourquoi cet engouement? On se posera la question, on vous posera la question, vos avis nous intéressent tout à l'heure. Sans oublier le zapping avec Christophe Castaner qui s'est exprimé sur l'affaire Zineb Redouane. Évidemment, il dédouane la police. Les infos zappées avec un retour, celui de Diams qui s'exprime dans la presse arabe. Et le quiz en fin d'émission avec aujourd'hui le patron de la saison dernière qui va remettre son titre en jeu. La coupe appartient jusqu'alors à Gamal Abina. Va-t-elle être reprise soit par Maïssa ou Abdeslam? Réponse tout à l'heure en fin d'émission. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver mercredi. Nous sommes le 28 août. Ça sent bon comme un parfum de rentrée de plus en plus. Vous qui êtes de retour sur Paris, vous pouvez vous apercevoir que la circulation a nettement augmenté, qu'il y a de plus en plus de monde et que la rentrée scolaire approche à grands pas. Justement, de la rentrée scolaire, on va en parler et de cet engouement des écoles privées, principalement dans les quartiers dits populaires, en banlieue précisément. On essaiera de répondre à cette question. D'autres sont, ont fait le choix de mettre leurs enfants dans des écoles privées, d'ailleurs dès le primaire. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais avant tout, on va parler de ce qui se passe avec la France insoumise et les militants des quartiers populaires. Le torchon brûle. Pour en parler avec moi aujourd'hui, c'est un duo inédit, je ne savais pas d'ailleurs. Maïssa Leroy, bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour à tous. Les vacances furent bonnes? Très très bonne mais courte. On était où, en France? Oui, bien sûr, toujours, sud de la France. Sud de la France, ouais, très bien. Toujours. Monsieur Itache, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs, auditrices. Le plus centriste des chroniqueurs du LGF. C'est ça. Ouais. Jamais à droite, jamais à gauche, mais au centre. Voilà. Vous étiez jamais croisés en émission tous les deux? Non, jamais. Non, c'est votre première. On n'a jamais croisé le fer ensemble. C'est votre baptême. Ouais, bon, très bien. Soyez les bienvenus en tout cas tous les deux. Avec tout à l'heure en fin d'émission le quiz, ce fameux jeu maintenant qui vous opposera tout à l'heure. Abdeslam Itache est le patron du quiz. De la saison dernière. Attention, là on remet les compteurs à zéro. Donc voilà, mais les règles ont un peu été changées, Abdeslam. Ouais. Ah bon? Oui, non, parce que en fait l'année dernière c'était un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on répondait avant de terminer la question. Donc là, il y a un buzz attention. et tout, la totale en fait. Je veux qu'on m'écoute et on ne réponde qu'à la fin de ma question, sinon je disqualifie. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on peut répondre? Tu lèves la question, main, Non, pas du tout. Je pose une question. Mon intonation t'indiquera que c'est la fin de la question et que tu peux répondre, évidemment. Voilà. Bon. Nous n'en sommes évidemment pas là. Dans le zapping tout à l'heure, on écoutera Castaner qui s'est exprimé sur l'affaire Zineb Redouane. J'ai trouvé vraiment son intervention plus que limite, mais vous pourrez en juger par vous-même tout à l'heure. On mettra ce sujet à la discussion. Et puis dans les infos zappées, parce qu'il y en a quelques-unes, le retour de Diams qui vit maintenant, vous le savez, en Arabie Saoudite avec son mari et ses enfants. Ah bon? Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, son mari que je connais très bien et qui donc s'est exprimé donc dans la presse après son nouveau pèlerinage, parce qu'il est parti au pèlerinage pour faire donc le Hajj. On y viendra tout à l'heure. Dans un instant aussi, Majid Messaouden qui prendra part à cette pression, à cette polémique, entre la France insoumise et les militants des quartiers populaires. On va tenter d'y voir un peu plus clair. Alors qu'est-ce qui se passe pour contextualiser un petit peu les choses? Une rentrée mouvementée donc entre les dirigeants de la France insoumise et les militants des banlieues. La cause, une polémique qui est née vendredi lors de l'université d'été de la France insoumise qui se déroulait à Toulouse après une conférence animée par un certain Henri Perret-Ruiz qui est un philosophe. Les trois boussoles de la laïcité, une phrase du philosophe a atterri sur les réseaux sociaux qui cite: on a le droit d'être islamophobe. Depuis, le mouvement tente de recadrer un petit peu les propos qui, selon le mouvement, étaient sortis de son contexte. Les Insoumis ont publié d'ailleurs un long extrait pour mettre fin à la fronde. Le souci, les doutes ne s'envolent pas. La définition du terme islamophobe clive les Insoumis. Il déclare que jamais ce mot n'a été prononcé par ce monsieur lors de son intervention. Il a été sorti de son contexte, et sur les réseaux sociaux donc la polémique a enflé, a monté, et
eh bien, ça monte d'un cran avec des militants qui ont effectivement quitté la France insoumise. Quelques noms que vous connaissez, t'as Bouaps, Youssef Braknik se sont exprimés aussi sur le sujet. Alors, il semblerait donc que la phrase ait été sortie de leur contexte. Donc, j'ai cherché la phrase en question qui a été prononcée par ce philosophe, et vous allez pouvoir nous donner là aussi votre avis sur le sujet en nous appelant au 01 40 33 9000. Et vous, Abdestabitache et Maïssa Leroy. Alors, la phrase prononcée par ce monsieur, je vous la cite, j'ouvre les guillemets bien sûr. La phrase est la suivante. Il n'est pas raciste de s'en prendre à une religion, mais il est raciste de s'en prendre à une personne du fait de sa religion. Voilà la phrase qui a été prononcée par ce philosophe, et ce qui est apparu sur les réseaux sociaux. On a le droit d'être islamophobe. Il y a un peu quand même, c'est un raccourci un peu limite quand même. Enfin, vous me l'accorderez. Bon, alors cette polémique a enflé sur les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur, etc. T'as Abouab qui a quitté la France insoumise et les militants qui s'offusquent donc de cette position de la France insoumise. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, avant toute chose, c'est que c'est pas la première sortie. Est-ce qu'on peut se rappeler éventuellement d'une sortie d'un certain Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il avait comparé le voile à un chiffon, sur la tête. Voilà. Est-ce qu'on peut se rappeler aussi d'un Jean-Luc Mélenchon qui va dans une manifestation pour la Palestine. Il découvre que le service de sécurité est assuré par l'UOIF, décide de quitter avec son phrasé bien à lui cette manifestation, à croire que l'UOIF est beaucoup plus important que la Palestine. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui font que les militants auraient pu s'offusquer, j'allais dire, un peu plus tôt. Voilà, d'où mon interrogation, d'où cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Le torchon brûle donc contre la France insoumise et les militants des quartiers populaires. Le parti de Mélenchon a-t-il définitivement anéanti ses chances d'être élu à la prochaine présidentielle? Avant de prendre la parole, je souhaite vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé, alors au début ça commence bien sur la laïcité, il donne son point de vue effectivement, puis à la fin ça se termine très mal, écoutez. Vous vouliez refuser dans le chapitre 7, la proposition 7, je veux une république laïque. Voilà ce que vous proposez. Je propose de refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. C'est quoi les accoutrements contraires à la dignité républicaine? Alors, voilà, je vais vous donner un exemple. Les ministres qui mettent des mantilles pour aller voir le pape en tant que ministre de la République française. Les personnes qui sont obligées de se mettre un voile sur la tête, ou pourquoi pas des gants pour rencontrer tel ou tel ministre. Donc vous approuvez, par exemple, vous allez me dire que je parle encore de Marine Le Pen, mais vous approuvez Marine Le Pen qui à Beyrouth a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument. Absolument, madame. Nous les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. D'autant que, si j'ai bien compris ces explications, cette rencontre avait lieu en dehors du lieu de culte. Et par conséquent, ce monsieur n'avait aucun titre à essayer d'imposer à un Français, quel qu'il soit, un comportement qui ne convient pas. Est-ce qu'à Rome, il ne faut pas faire comme à Rome, comme les Romains? Non. Il faut faire comme les Français à Rome. Oui. Et attendez... Et encore une dernière question, parce que pour être très précis, sur KTO, la chaîne catholique, en mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Mais je distingue deux choses. Ce que la loi permet ou ne permet pas. La loi n'a pas à imposer une manière de s'habiller dans la rue, à l'exception du voile intégral, que je condamne absolument et que je veux interdire. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Voilà. Après, il y a la conviction personnelle et donc le devoir d'échanger avec les autres. En tant que militant lié au féminisme, je combats à titre individuel, par la persuasion et le dialogue, pour essayer de dire, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. D'autant que, si j'en crois ce que me disent mes amis, il n'y a aucune injonction religieuse sur le sujet. Mais vous savez, c'est une question que je connais bien, parce que ma grand-mère, ma mère et ma sœur, lorsque j'étais enfant, tout le monde avait un foulard sur la tête. Mais pour vous, à titre personnel, vous nous dites... Et c'était des chrétiennes. Hein. Pour vous, vous estimez que c'est un asservissement, mais vous ne pensez pas qu'il faut une loi, par exemple, pour interdire le voile à l'université? Non, parce qu'à l'université, nous avons affaire à des adultes. Il y a des pays où c'est interdit. C'est un sujet qui est complexe, parce que c'est un signe ostentatoire. Et il vaut mieux éviter les signes ostentatoires. Mais de là à commencer à faire une police de l'habillement, on va pas s'en sortir, hein, parce qu'après ça va être les kippas en même temps, hein, et puis les croix, et puis les ceci, et puis les cela, et les robes trop longues, et les trop courtes, et les cheveux verts, et les cheveux rouges, on s'en sort plus. Et vous savez, le peuple français, et les femmes en France, inclus celles qui sont très croyantes,
D'abord, ne sont pas toutes voilées. J'ai plusieurs amies qui sont très croyantes, qui font leurs 5 prières tous les jours et qui ne sont pas voilées. Et deuxièmement, les autres sont assez ouvertes à la discussion. Donc moi, je plaide pour qu'on arrête de tout dramatiser. Mais je donne ma conviction personnelle. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Bien. J'essaye de convaincre. Voilà, le fameux chiffon sur la tête, effectivement, de Mélenchon. Alors, tiens Maïssa, premièrement, ton avis là-dessus, sur cette polémique, comment la qualifies-tu et est-ce que finalement la France Insoumise et le parti de Mélenchon ont totalement anéanti leur chance d'être élus à la prochaine présidentielle avec cette polémique en pagaille? Je peux dire que oui et non. Alors non, dans le sens où voilà, l'électorat d'extrême droite est content avec ce qu'il entend, à savoir on met tout dans le même panier et on met toutes les croyances dans le même panier, on sort toujours la trilogie, tu sais, les mots magiques, français, laïcité, on n'impose rien en français et la République, voilà, c'est toujours la même chose. Ouais. Après, moi, par rapport à ça, je pense qu'il a vraiment, là, je sais pas, en 2 minutes de discours, il a soufflé le chaud et le froid. Il a dit tout et son contraire. Il a parlé de religion par rapport à sa famille. Ensuite, il a parlé de religion par rapport aux amis qu'il connaissait, aux préceptes là, il parlait en l'occurrence de l'islam, quand il disait, et sachant que ce n'est pas obligatoire et qu'il y a par rapport à ces injonctions-là, etc., etc. Et du coup, je me dis que, je sais pas, dans tous les cas, la France Insoumise, elle allait pas passer. Ouais. Avec tout sans ça. Oui. Non mais d'accord, mais qu'est-ce que tu penses de la polémique maintenant et de ces militants qui s'offusquent de cette phrase un peu sortie de leur contexte, on le rappelle, de dire que le mot d'abord islamophobe n'a visiblement pas été prononcé par ce philosophe que l'on a contacté, on n'a pas eu de retour pour être très transparent avec vous. Voilà, la phrase qui a été prononcée par cet élu, moi, elle pose question, mais elle n'est pas absolument pas condamnable ou contexte. Dans son contexte, non, c'est normal. Il parle de chiffon. Il parlait même des foulards de ses grands-mères et de sa mère et tout ça. Donc pour lui, c'est pas lié à, il parlait pas des chiffons musulmans, il a pas dit voilà les chiffons musulmans, il a dit quelque chose sur sa tête et ce qu'il en pensait. Après, je pense qu'il a, je sais pas. Je pense en tout cas que la France Insoumise a un problème quand même avec les religions, ça c'est clair. Comme les communistes d'ailleurs. Tous les partis en fait, tous les partis politiques ont un problème. Gauche, ouais, beaucoup de gauche quand même. Beaucoup de gauche. Les communistes, je peux t'assurer. Excuse-moi, mais c'est Luc Ferry qui avait dit pendant une interview avec Karl Zéro, qui avait parlé donc du string, tu sais, à l'époque il y avait une polémique sur le string au lycée, et il disait pourquoi pas inverser et mettre le foulard là où je pense et le string sur la tête. Ah oui. Donc voilà. Ouais, c'est du niveau lecture. Je dis pas qu'il n'y a pas d'islamophobie à droite. Je dis seulement que le rapport à la religion en France, il est essentiellement mal vécu à gauche avec le Parti socialiste. Tu avais le Parti socialiste sur le bout des lèvres, voilà. Donc je le dis, quand un vrai problème avec les religions, et Mélenchon a toujours été opposé et à une certaine lecture de la laïcité. Parti socialiste pendant 35 ans. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais c'est un cumulard. Il a près de 50 ans de cumul de mandats à lui tout seul. Donc qu'il arrête de donner la leçon. Ensuite, cette image très galvaudée de la laïcité selon Mélenchon, où justement pour lui, la laïcité, c'est l'interdiction de toutes les religions. Faux. C'est l'acceptation de toutes les religions. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de ne plus croire, la liberté de changer de religion. Mais en France, c'est un vrai problème. On comprend pas, en fait, que ça y est, il y a 1 milliard de populations qui sont venues. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est hyper éclectique. Il y a de tous les horizons, de tout, enfin, de partout, que ça soit hindou, que ça soit, sikh, que ça soit musulman, que ça soit bouddhiste, etc. Ils veulent pas comprendre que tout le monde vient avec ce patrimoine-là et que ça veut pas dire qu'on va imposer à tout le monde un patrimoine, mais c'est juste dire on veut vivre ensemble en paix. Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer critiquer une religion? En fait, faut respecter les religions. Il y a une manière on peut remettre des choses en question par rapport aux religions, mais critiquer en soi une religion, pourquoi faire? En fait, ce que dit cet individu, on a le droit de critiquer la religion. Par contre, on ne peut pas critiquer quelqu'un
du fait de sa religion. Alors si tu permets. C'est quand même différent, hein. Oui, en fait, c'est la personne, c'est-à-dire l'individualité, l'individu et l'entité de la personne face à sa religion. On n'a pas le droit de la critiquer, mais la religion, on a le droit de la remettre en question. Mais en même temps, dans sa phrase, excuse-moi Abdeslam, en même temps, il s'est pas gêné pour dire, oui, il a donné son avis en disant, voilà, que le voile, ça peut être un attachement à Dieu, mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, Dieu peut avoir un attachement. S'intéresser à un chiffon sur la tête. Ça, c'est Mélenchon, oui. Oui, non, mais bon. Là, on était sur le philosophe. Oui, j'ai bien compris. Donc, voilà, Abdeslam. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit, et tu connais mon positionnement politique, le centre mais les absolu, auditeurs pas forcément. Ni à droite ni à gauche, ni à l'extrême droite ni encore moins à l'extrême gauche. Oui, quelqu'un qui ne se mouille jamais, quoi. Non, mais c'est surtout que on se rend compte que en fait, les deux extrêmes se rencontrent quand on regarde la carte du monde et qu'on voit les États-Unis à gauche et la Russie à droite. En fait, quand on fait tourner le globe terrestre, on se rend compte que la Russie et les États-Unis se côtoient. Donc l'extrême droite et l'extrême gauche sur plusieurs positions se rejoignent sur la position européenne, sur la laïcité, et elle dit oui, Marine Le Pen avait raison. Donc vous voyez bien là qu'il y a une convergence concernant tout ça. Mais sur la polémique, Abdeslam. Si. Non. Alors là, je peux te dire que ils ont beaucoup de convergence sur ces points-là. Non, ils ont des convergences, mais quand ils disaient Marine Le Pen avait raison, c'était dans le sens par rapport à la République, on n'impose pas les signes ostentatoires, bla. C'est tout ça. Et d'ailleurs, moi ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'on aille dans un pays, ils veulent que quand on vient dans un pays, on s'intègre à 1 milliard de %, mais eux, quand ils vont faire une visite officielle, ils veulent pas s'intégrer au pays, en fait. Est-ce que les Saoudiennes, lorsqu'elles viennent faire des achats dans les boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, est-ce qu'elles enlèvent leur voile? Franchement, il y en a beaucoup. Elles portent leur niqab sur l'avenue des Champs-Élysées et elles ne sont pas dérangées. C'est pas vrai. Attends, il y en a quelques-uns. Mais je t'assure que les 3 quarts les agents de police ont des consignes. Mais pas pour la loi, hein. Ah non, mais sur l'avenue des Champs-Élysées. Sur l'avenue des Champs-Élysées, ça, on va te les envoyer. Les agents de police ont consigne de surtout pas déranger les commerçants, les touristes saoudiens qui ont acheté l'avenue des Champs-Élysées, ça faut le dire, et faut surtout pas les importuner parce qu'ils viennent claquer leurs millions d'euros par leur présence, tu veux dire. Donc faut surtout pas. Non, c'est rien à voir avec le niqab qui est porté dans les quartiers. Évidemment, absolument rien à voir. Donc alors sur la polémique en tant que telle, Abdeslam, quel regard tu y portes? Écoute, moi de toute façon, j'ai affiché ma tendance, mais de toute façon, Mélenchon a toujours été anti-religion, anticlérical, et il a une certaine idée que je ne partage pas de la laïcité. Et oui, mais sur la polémique, Abdeslam, tu réponds pas à la question. Sur la polémique, sur les propos du philosophe prononcés lors de l'université d'été à Toulouse, qui ont été sortis de leur contexte visiblement, d'après ce qu'on en a. C'est ça qui m'intéresse moi aujourd'hui. C'est exagéré. Mais bien sûr que ça n'est que la phrase que j'ai citée tout à l'heure par ce philosophe se retrouve à être affichée sur les réseaux sociaux. Nous avons le droit d'être islamophobes. Or le mot n'a même pas été prononcé. Non mais complètement. Mais alors toute forme, l'islamophobie est une forme de racisme et le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc il faut juste arrêter avec ça. Et à partir du moment où on a c'est dans l'idéal. Mais déjà, c'est dans l'idéal. Il y a un déni. On rejette même l'idée de l'existence de l'islamophobie. Exactement. Oui, donc l'islamophobie il n'est jamais employé d'ailleurs par les partis politiques. Mais c'est pour ça que ça a fait une fumée comme ça. Enfin, ça a fait un feu de toile comme ça. Mais moi, ce que je voulais pointer du doigt, vraiment, c'est effectivement, est-ce que cette polémique a lieu d'être maintenant, alors qu'il y avait quand même d'autres faits et d'autres prises de position de la France insoumise qui étaient beaucoup plus graves et beaucoup moins ambiguës en l'occurrence que ce qui s'est passé à Toulouse vendredi. Voilà, je comprends pas moi cette sortie de ces militants des quartiers populaires qui font mine de découvrir que la France insoumise a un problème avec les religions. Faire du déni. De personnes qui ont été victimes d'actes d'agression islamophobes, des femmes qui ont été frappées dans la rue et autres parce qu'elles portaient un voile, c'est manquer de respect à ces victimes-là. Transposons les choses. Ça veut dire qu'on peut très bien remettre en cause ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à l'égard des Juifs, et on peut très bien dire, mais alors ça n'est pas mon propos, hein. Je ne fais que transposer. Je pourrais dire l'antisémitisme n'existe pas. Voyez un petit peu. Et donc on ne peut pas être victime d'actes antisémites parce que l'antisémitisme n'existe pas. Il existe, c'est un fait. Au même titre que la négrophobie existe, que l'islamophobie existe et que toute autre forme de discrimination existe. Donc être dans le déni, c'est déjà ne pas respecter les personnes qui ont été victimes parce qu'elles portent un voile. Catégoriser un petit peu les choses, ça aussi complique les choses. On pourrait tout englober dans le racisme. Mais il y a plusieurs formes de racisme. Mais la misogynie est une forme de racisme. Et les personnes handicapées sont les personnes handicapées aussi, bien sûr.
Elles en sont victimes et peut-être autant. Mais c'est de la discrimination. En fait, on vit dans un pays où il y a énormément de discrimination, mais il n'y a rien qu'à voir. Rien que le fait d'avoir de l'argent ou pas de l'argent, d'être issu de quartiers populaires. Le manque d'égalité de traitement, c'est aussi le racisme. Est-ce que c'est du racisme aussi, ce qui se passe en banlieue? On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, à propos de la scolarité. Dans les écoles, où le niveau est vraiment pas le même qu'à Paris dans ces entier. Je pense qu'il faudrait une émission entière pour en parler, même plusieurs. Même une semaine. Bon, dans un instant, en tout cas, on aura l'avis de l'élu de Saint-Denis, Majid Messaouden, qui se retrouve aussi dans l'article publié par le Libération que t'as lu, mon cher Abdeslam. Oui. Voilà, sur cette polémique qui n'en est pas une. On va se calmer tout de suite. Bon, effectivement, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. À croire que certains ont besoin d'exister au travers de petites polémiques. Quoi qu'il en soit, on en a parlé parce que c'était peut-être aussi l'occasion de poser la question. Beaucoup ont fait le choix de voter la France Insoumise lors de la dernière présidentielle. D'ailleurs, il a eu un score quand même assez important. Il s'est retrouvé 4e, Mélenchon, avec son parti, son mouvement, la France Insoumise. Et aujourd'hui, elle se voit entachée à plusieurs reprises, notamment par l'affaire de la perquisition de Mélenchon. Cette petite polémique. La République, c'est moi, on s'en souvient évidemment. Du coup, est-ce que Mélenchon et son parti ont totalement anéanti leur chance d'accéder au pouvoir en 2022? C'est la question qu'on vous pose. Vous êtes 71% à dire oui. Sur Facebook, vous pouvez voter sur France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant au 01 40 33 9000. Et le meilleur est à venir évidemment à l'écoute de France Maghreb 2 et du grand forum. Maghreb 2, France Maghreb. Ça s'appelle le Grand Forum et la radio c'est France Maghreb 2 tous les jours 16h, 18h. Messieurs dames, on est bien ravis de vous retrouver une nouvelle fois. On est en plein cœur de cette discussion autour de cette polémique née suite à des propos tenus par un philosophe lors de l'université d'été de la France Insoumise. Des militants des quartiers populaires se sont offusqués et ont un peu sorti de leur contexte la phrase prononcée par le philosophe. Du coup, certains des quartiers populaires ont quitté de facto la France Insoumise et se sont, pour les autres en tout cas, éloignés un petit peu. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire juste qu'on salue les nouveaux sièges qui viennent de nous être livrés. On est bien ou pas là? On est bien là. Impeccable. C'est pas des sièges de sénateurs? Là c'est des sièges de ministres là. Attends. Franchement là on est bien. Là on peut dormir. Preuve que la direction de France Maghreb 2 s'occupe de notre confort pour cette année et ça c'est rassurant messieurs dames. Ça nous présage de bonnes heures et de bonnes émissions à venir. Pour l'heure nous sommes en ligne avec l'élu de Saint-Denis qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît, monsieur Majid Messaouden. Salut Majid. Bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir Majid. Alors première réaction au vu. Il y a qui sur le plateau? Parce que du coup c'est bien, tu te présentes toi, mais il y a qui sur le plateau? Maïssa Leroy, pardon, tu as raison, j'ai pas fait mon boulot. Maïssa Leroy. Salam Maïssa. Salam, ça va, tu vas bien? Et monsieur, ça va et toi? Oui. Monsieur le centriste Abdeslam Itache. D'accord, salut. On se connaît. Voilà, vous vous connaissez évidemment. Ouais, on s'est déjà rencontrés. Le monde est petit. Alors, Majid, première réaction au vu de cette polémique née suite à cette phrase prononcée par un philosophe à l'université de la France Insoumise vendredi dernier et de la réaction des militants des quartiers populaires. De quel œil vois-tu tout cela, Majid? Alors, les militants des quartiers ont jamais vraiment été dans la France Insoumise. Ils se sentent proches pour certains sur certaines thématiques, comme les violences policières ou les discriminations, mais on peut pas dire qu'il y a des collectifs de quartiers populaires qui étaient dans la France Insoumise. Ça c'est pas vrai. Par contre, il y a effectivement une prise de distance de certains. Youssef Brakni du comité Adama a clairement dit qu'il prenait ses distances, notamment jusqu'à ce qu'il y ait une clarification de la part des dirigeants de la France Insoumise. Taha Bouaf qui a été agressé, lui a aussi clairement pris ses distances, mais en fait c'est pas une prise de distance avec la France Insoumise dans son ensemble, parce que on est les premiers à dire qu'il faut pas généraliser, donc on va éviter de le faire pour la France Insoumise aussi. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants aujourd'hui de la France Insoumise qui ont clairement imposé une ligne sur la laïcité qui est une ligne clairement islamophobe et qui est donc incompatible selon moi avec l'ADN de ce que devrait être un parti progressiste. Donc tant qu'il n'y a pas de clarification, effectivement, ça va être compliqué pour nous de travailler avec ces gens-là et notamment avec ces dirigeants. Pour l'instant, il y a un silence total sur les prises de position des uns et des autres. Et ce que j'aimerais quand même rappeler à cette occasion, c'est que l'islamophobie, elle n'est pas qu'à la France Insoumise. Enfin, on peut trouver les mêmes personnes tous les partis politiques, chez les Verts, au PC, à En Marche, etc. Donc l'idée, c'est pas de dire que la FI est islamophobe. L'idée, c'est de dire que c'est incroyable qu'aujourd'hui, la ligne qui est imposée, c'est une ligne islamophobe. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont invité Pénard Ruiz, qui est connu, lui, depuis au moins 2004, pour avoir été un des instigateurs de la loi de 2004 pour l'interdiction du voile à l'école. Donc c'est quelqu'un qui était dans la commission Stasi, qui a travaillé sur ces questions-là, qui a clairement dit à plusieurs reprises qu'il était hostile au voile, hostile au port du voile par les mamans qui accompagnaient les sorties scolaires. Donc on le connaît. Donc l'invité, c'est l'invité en connaissance de cause. Et l'invité sans contradicteur, c'est effectivement
laisser la porte ouverte à des déclarations comme celles qui ont été faites. Pardon, mais les déclarations, en tout cas d'après ce que j'ai lu, ont été un peu sorties de leur contexte. Non, il y a pas de sortie de leur contexte. Pardon, elle est belle l'histoire de sortie de leur contexte. Elles sont pas sorties de leur contexte. Attends, je te donne la phrase quand même qui a été prononcée, c'est Henri Pénard-Ruiz. Je l'ai lu, voilà. Donc, même pas besoin de me la donner, je la connais la phrase. Ouais, mais alors comment tu expliques que ça se retrouve sur les réseaux, on a le droit d'être islamophobe, alors que le mot n'a même pas été prononcé? Ah si, il a dit. Il a dit on a le droit d'être islamophobe comme on a le droit d'être athéphobe et catophobe. Il l'a dit. Bon, bah écoute, il l'a dit, on a le droit d'être islamophobe. Le problème, en fait, c'est que la gauche, aujourd'hui, utilise le mot islamophobie pour désigner la critique de la religion. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de critiquer la religion? Ça s'appelle la critique de la religion. Majid Messaouden, est-ce qu'on a le droit de critiquer une religion en France? Mais évidemment, mais je suis premier à le faire en plus, moi. Oui, en plus. Moi, je supporte pas les obscurantistes d'où qu'ils viennent, qu'ils soient musulmans, juifs. Alors qu'est-ce qu'il y a de choquant? Donc je suis le premier à le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de choquant alors? Sauf que l'islamophobie aujourd'hui, Christophe, ce n'est pas la critique des religions. Oui, c'est les personnes. Ce n'est pas la critique de la religion. C'est la haine et le rejet des musulmans. Et tant que des gens de gauche, qui se prétendent de gauche, utiliseront ces termes-là, on sera en guerre contre eux. Majid. Et Pénard-Ruiz sait très bien qu'il est minoritaire dans le pays à gauche à utiliser ce terme. Mais Majid, la phrase prononcée par Pénard-Ruiz, puisque c'est lui-même qui a pris la parole pour s'expliquer, ainsi que certains du mouvement de la France Insoumise, c'est il n'est pas raciste de s'en prendre à une religion, mais il est raciste de s'en prendre à une personne du fait de sa religion. C'est quand même pas pareil, Majid. Non mais ça, on est d'accord là-dessus. Bon, sauf que le problème, on est d'accord là-dessus. Sauf que le problème, c'est que lui, il souhaite utiliser le mot islamophobie comme étant la critique de la religion. Non, c'est là en fait que ça va pas. En fait, ils veulent pouvoir utiliser ce terme-là alors qu'il y a des conséquences terribles derrière, des femmes voilées qui se font agresser, des femmes voilées qui se font recaler à des entretiens d'embauche. Il y a des musulmans qui se font cracher dessus. C'est ça l'islamophobie dans le pays aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait doucement rire, si tu veux, c'est que les Pénard-Ruiz, les Simonet, tous les gens qui viennent t'expliquer ce que c'est que l'islamophobie ne sont pas concernés par l'islamophobie. Toutes ces personnes sont des personnes blanches qui n'ont jamais subi de racisme. Alors ça suffit les fonds de leur part. Majid Messaouden, une question aussi que j'ai à te poser. Pourquoi les militants font mine de découvrir aujourd'hui la ligne qui est quand même imposée par une certaine catégorie de pression de personnes au sein de la France Insoumise, de découvrir cette tendance aujourd'hui alors que on la connaissait? Je te donne je te donne deux exemples. Elle a été imposée notamment par des anciens du parti gauche. Oui. Ça a explosé samedi parce qu'il y avait du monde et que les réseaux sociaux ont contribué à ce que ça se passe. Mais cette ligne-là, elle est présente depuis un moment. Oui, mais alors pourquoi ils réagissent maintenant? Pourquoi les militants réagissent maintenant alors? Pourquoi les militants quoi? Pourquoi les militants réagissent maintenant alors que cette ligne elle est bien connue, je veux dire? C'est la goutte d'eau, Christophe, c'est la goutte d'eau. La rentrée politique de l'AFI se fait avec un mec qui crache sur nos vécus et nos histoires. Forcément, c'est la goutte d'eau. En fait, c'est juste la goutte d'eau. Quatennens qui dit que le Burkini est une provocation. Je suis désolé. Quand tu es dirigeant de gauche d'un parti qui est censé représenter notamment les quartiers populaires, tu tiens pas ce genre de discours. Bon, Quatennens d'ailleurs qu'on a contacté qui n'a pas donné suite parce qu'ils assument pas. Moi, je demande une clarification. On est un certain nombre à demander une clarification. Et tant qu'on n'aura pas de clarification, on ne la fera pas. Bon, très bien. Écoute, on va essayer de les solliciter. Peut-être Maïssa ou Abdeslam souhaitez me poser une petite question à Majid Messaouden qui est un peu pressé. Alors, très clair. Très clair. Bon, Maïssa, il a tout mon soutien. Il y a juste un truc qui passe pas, Majid. Tu me pardonneras mon audace. Vas-y, vous découvrez aujourd'hui l'islamophobie rampante de ce parti que moi j'ai toujours condamné, que j'ai combattu de toutes mes forces. Mais franchement, moi j'ai du mal à vraiment prendre conscience que vous réalisez aujourd'hui que c'est un parti islamophobe. Non, il te dit qu'il a... Non, alors déjà, d'une, on découvre pas. Deux, je suis pas à l'AFI. Donc vous le découvrez pas, vous le saviez déjà. Non, on le découvre pas. Enfin, l'islamophobie, elle est partout, y compris dans ta famille centriste. Partie, vraiment. Y compris chez toi les centristes. Elle est partout, l'islamophobie, donc elle a combattre partout. Sauf que moi, je suis beaucoup plus exigeant avec des partis progressistes qu'avec des partis centristes ou de droite, je suis désolé. Parce que on doit être exigeant avec la gauche, notamment la gauche de la gauche. Donc on découvre rien, ça fait longtemps que cette ligne-là, elle existe. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a cette ligne-là, elle s'impose, elle gagne. Et on perd du terrain. Et la bataille des idées sur la question de la laïcité et de l'islamophobie, on l'a perdue aujourd'hui. Donc il s'agit de mener la bataille. Bon, Majid Messaouden en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Vous demandez donc, vous, ainsi qu'un certain nombre de militants des quartiers populaires, une clarification de la part du mouvement de la France Insoumise sur cette question. C'est ça, aujourd'hui, ce qui est demandé, hein, c'est ça? C'est ça, absolument. Bon, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Majid, je sais que t'es pressé. De rien, Christophe, de rien, au revoir tout le monde. Merci, à très bientôt. À très vite. Merci, Majid Messaouden, élu de Saint-Denis, donc, qui répondait à nos questions pour demander, donc,
Bon, ça me paraît très clair. En tout cas, il demande des clarifications. Que la France Insoumise a attends, excuse-moi de rebondir, mais en fait, Abdeslam, excuse-moi, dans tous les partis, il y a de l'islamophobie parce qu'ils sont tous d'accord avec ce sujet-là. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord pour l'ennemi commun, c'est-à-dire avant c'était l'arabe et le noir, et maintenant on a mis ça sous couvert de l'islam et des signes ostentatoires, etc., etc. Mais dans tous les partis, excuse-moi, tous, il y a toujours une petite phrase comme ça ou un petit truc pour mettre tout le monde d'accord. Alors donne-moi les phrases. Ah non, j'ai pas, bien sûr que non. Bon, non, mais pas là. Il y a des phrases à droite, il y a beaucoup de phrases à gauche. Alors il y a très peu de phrases au centre, mais je suis désolé, mais dans ce cas-là, si t'en as, n'hésite pas à me les passer. Mais en tout cas, dans le courant de pensée dans lequel je suis, j'ai entendu très peu d'islamophobie. Donc voilà, c'est une réalité. Mais moi, j'ai toujours combattu la France insoumise parce que justement, ce sont des laïcistes qui combattent justement cette liberté de croire, en tout cas en ce qui concerne les musulmans. Donc moi, je n'ai jamais eu de proximité avec ce parti. Jamais. Je les ai. Oui, ça, on l'a bien compris. Je les ai toujours combattus. Oui. Ouais. Alors, en tout cas, voilà, vous pouvez continuer de répondre à cette question. Est-ce que la France Insoumise, le parti de Mélenchon, a définitivement anéanti leur chance d'être élu à la prochaine présidentielle? Bon, on a bien compris ta réponse, Abdeslam. Il n'y a pas de souci. Ils ont jamais eu une seule chance de gagner. Bon, passons maintenant au zapping. Continuez de voter en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, le Grand Forum. Évidemment, c'est de la vie. 24 heures sur 24. On est là et présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous rapprocher. Tout comme d'ailleurs à télécharger l'application France Maghreb 2 pour rester ainsi à l'écoute de votre radio et de votre émission préférée. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vous vous rendez compte que la question aujourd'hui, le problème de Maïssa, elle n'arrive pas à lever son siège. C'est un problème quand même, hein. Oui, parce qu'on vient d'être doté de nouveaux sièges dans nos studios, flambant neufs, ou presque en tout cas. Ils sont beaux nos studios, hein Maïssa? Ah, ils sont super. Pas encore totalement finis, mais ça va être quelque chose de terrible, hein. Franchement, vous allez voir ça bientôt en image. Évidemment, Abdeslam est ravi. Bravo décorateur. Oui, parce que quand il y a du confort, Abdeslam il est présent, hein, évidemment. Voilà. Ah bah oui. Évidemment. Alors, dans ce zapping, je suis sûr que ça va vous faire réagir. Invité ce matin de Bourdin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a répondu à propos de l'affaire Zineb Redouane. Pour lui, il dédouane la police. Écoutez. Zineb Redouane, où en est-on de l'enquête? Cette octogénaire marseillaise. L'enquête se poursuit, mais attention. Zineb Redouane est sur son balcon. Atteinte chez elle. Elle ne manifeste pas. Par une grenade lacrymogène. Non, elle ne manifeste pas. Elle est atteinte par une grenade lacrymogène. Oui. Elle va à l'hôpital parce qu'elle est blessée dans ce cadre-là. Et l'enquête indique qu'elle meurt d'un choc opératoire. Alors je veux bien qu'on accuse la police de tout. Mais il faut être cohérent. D'un côté, il faut pas dire elle est là aussi pour protéger Marseille, et de l'autre dire oui, mais elle serait responsable de tout. Il y a une enquête. Il y a eu un tir de lacrymogène contre les manifestants, et c'est un tir certainement en cloche, comme on dit. Et sur le balcon, une grenade lacrymogène est tombée et a blessé gravement Zineb, qui du coup est décédée d'un choc opératoire. Je pense à elle, je pense à sa famille. Je dis pas que ça n'est pas grave, c'est grave, elle est morte. Mais qu'on n'accuse pas la police d'avoir tué quelqu'un, qu'on ne la traite pas d'avoir assassiné quelqu'un, ça n'est pas le cas. Il n'empêche que cette personne est morte. Et que du coup, nous devons là aussi revoir notre façon d'intervenir. Il y a une responsabilité de la police dans son cas. Il y a une enquête qui est en cours, j'ai pas accès à l'enquête. Bon. Comment vous qualifiez, Thierry Abdeslam, par exemple, comment tu qualifies cette réaction du ministre de l'Intérieur, qui est le premier flic de France? Alors, c'est purement scandaleux de tenir ce genre de propos, d'autant plus qu'il dit non, elle n'est pas morte du coup de grenade, elle est morte du choc opératoire. Et vous avez remarqué, ça veut dire Zineb, oui, mais voilà, qu'est-ce qu'il a ramené jusque-là, si ce n'est la grenade? Ensuite, il dit que c'est pas les forces de l'ordre. Mais qui a lancé la grenade si c'est pas les forces de l'ordre? Non, mais il se contredit surtout dans sa propre déclaration. C'est un geste manifeste. Lorsque l'on balance une grenade au pied des manifestants, c'est un acte qui est mesuré. Quand on lève la tête et qu'on tire, qu'on lève donc son arme et qu'on tire une grenade là où il y a une fenêtre d'ouverte, c'est aussi un acte manifeste. Donc il faut arrêter de jouer sur les mots. Après, je peux entendre qu'il ne veuille pas la révolution dans sa corporation, qui est la corporation du ministère de l'Intérieur. Mais il faut appeler un chat un chat. Il faut avoir l'honnêteté de dire quand
quand on a des services qui ne font pas le boulot convenablement, dire bah écoutez oui, il y a une erreur de la police, cette femme a perdu la vie à la suite du choc opératoire, ayant été entraînée par une grenade qui a été lancée par les forces de l'ordre. Faut dire les choses. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans sa déclaration, Maïssa, dans le sens où il dit cette femme est morte suite à un choc opératoire et à la fin il nous dit il y a une enquête en cours. Donc c'est-à-dire qu'il se prononce alors que l'enquête n'est pas terminée. Déjà, exactement. Et puis non, justement, il se prononce pas. Il dit, faut arrêter de toujours tout mettre sur le dos de la police, en fait. Mais à un moment donné, faut aussi prendre ses responsabilités et aussi changer les choses par rapport à l'IGPN. À un moment donné, faut arrêter de demander aux gens qui font partie de la police de faire l'enquête sur la police. Faut que ça soit des sociétés privées, en fait, parce que c'est plus possible ça. Il y a tout le temps des acquittements, tout le temps, alors qu'il y a des faits qui sont avérés. Il y a des médecins légistes qui font mal leur travail. Et là, non mais moi je suis vraiment choquée parce que je me dis, imagine c'est ma mère, elle est posée à la fenêtre, elle regarde ce qui se passe et d'un seul coup elle se mange un truc et après elle part à l'hôpital et c'est des suites du choc post-opératoire. Mais il est sérieux, si elle avait pas été à l'hôpital, elle ne serait pas décédée. Voilà les faits en fait. Ça veut dire que tu perds ton bras à la suite donc d'un acte. Mais on va dire que t'es morte parce que tu t'es vidé ton sang. Mais c'est pas dû au fait que t'aies perdu un bras. Voilà, donc là on n'est pas dans il prend pas ses responsabilités, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il prenne les mesures nécessaires par rapport à la police parce que la France c'est juste plus possible. Bon, en tout cas voilà la déclaration de Castaner ce matin chez le confrère de BFM TV d'RMC. Est-ce que vous connaissez Sylvie Goulard? Oui. Oui, Sylvie Goulard qui est une ancienne ministre proposée comme commissaire européenne par Emmanuel Macron. CNews en fait le portrait. 18 mai 2017, tout juste nommée, la nouvelle ministre des Armées Sylvie Goulard arrive pour le premier conseil des ministres du mandat d'Emmanuel Macron. Mais un mois plus tard, mise en cause dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, elle démissionne et entraîne un remaniement ministériel. 7 mois plus tard, Sylvie Goulard revient au poste prestigieux de sous-gouverneur à la Banque de France qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Énarque de formation, elle est élue députée européenne en 2009. Polyglotte, européenne convaincue selon l'Elysée, experte reconnue à Bruxelles sur les questions financières et budgétaires. Autant d'atouts qui ont incité Emmanuel Macron à proposer son ancienne ministre au poste de commissaire européenne, malgré une enquête judiciaire en cours. Sylvie Goulard doit désormais rencontrer la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant d'être auditionnée par les députés européens dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que c'est un bon choix, Sylvie Goulard, Abdeslam Itache? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je te donne l'info, mais initialement, Sylvie Goulard avait été pressentie pour être Premier ministre avant Édouard Philippe, avant la désignation d'Édouard Philippe. Ah oui, d'accord. Bon. Donc c'était dans les couloirs, ça se discutait la question à savoir si il fallait mettre un Premier ministre MoDem ou pas. Bon, ensuite on connaît la suite. Entre la rémunération des assistants parlementaires et autres et la démission en masse de ministres du MoDem a commencé par François Bayrou qui était le garde des Sceaux, ministre de la Défense. Pardon, de la Défense. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui avait fait de son cheval de bataille la moralisation de la vie politique. Donc c'était pas mal joué. Ensuite, Sylvie Goulard, si elle est dans le cadre d'une enquête, moi j'ai envie de dire que la présomption d'innocence est en vigueur. Donc tant qu'elle n'est pas condamnée, elle est innocente. Oui, t'avoueras quand même que c'est pas franchement le cas pour tout le monde. On va pas la condamner alors qu'elle l'est pas. Oui, d'accord, mais qu'on le fasse pour tout le monde alors. Oui, pour tout le monde, bien sûr. Mais moi, je suis fais référence à Tarek Ramadan, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Présomption d'innocence pas tellement respectée. Complètement, qu'on ne mette pas en prison et que justement on puisse aller au bout de. Et d'ailleurs, il est innocent tant qu'il n'a pas été condamné. À mes yeux, il n'a pas été jugé. Jugé et condamné. On referme la parenthèse, bien sûr. Alors, autre sujet dans ce zapping, toujours sur CNews. Tiens, un reportage. Relogé d'une tour HLM à cause de la délinquance. Eh oui. La tour des Frênes, dans le quartier de la République à Avion. Lydia vit ici depuis 30 ans. Elle a assisté impuissante à la montée de la délinquance, notamment dans le hall d'entrée de l'immeuble. J'étais là assis sur les marches, j'ai cassé des canettes, il pissait, il jetait des coups de pied dans la porte pour rentrer, il cassait la vitre pour rentrer. Squat, drogue, dégradation, la situation s'est aggravée ces dernières semaines, allant jusqu'à l'incendie de l'escalier qui mène au premier étage. La municipalité a donc décidé de reloger les 40 locataires de la tour. La plupart sont satisfaits. Oui, je suis content de déménager. Il y en a marre. Il passe pas une semaine quand il y a le feu. Je suis contente. Parce que quand il y a eu la grande explosion, j'ai eu très peur.
Mais certains habitants comme Bernard, 73 ans, vivent ici depuis plus de 40 ans. Alors la perspective d'un déménagement inquiète. J'espère avoir un logement, quoi. Ça inquiète beaucoup de personnes, hein. Surtout les personnes âgées qui sont ici, hein. Il y a des personnes âgées qui ont 92 ans, on s'inquiète pas beaucoup pour eux, hein, on s'en fout. Hein. Désormais, un agent de sécurité surveille les lieux en permanence, car la municipalité et le bailleur se donnent un mois pour accompagner les locataires dans leur démarche de relogement. Ça les perturbe, puisque certains habitent là depuis 30 ans, voire plus, mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont accepté que pour leur sécurité et leur bien-être, ils seront mieux ailleurs. L'immeuble pourrait ensuite devenir une tour administrative proposant des services aux habitants du quartier, comme un cabinet médical ou une épicerie solidaire. Un exemple parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que cette réalité, elle existe bel et bien. Abdeslam, Maïssa, on connaît, on y a tous habité, enfin moi aussi bien sûr. C'est vrai que c'est une véritable catastrophe aujourd'hui. Quand on habite dans des tours, on assiste en bas de chez soi à des trafics de drogue. On assiste à des choses absolument incroyables. Je pense par exemple pour avoir été visiter les quartiers nord à Marseille, c'est absolument scandaleux ce qui se passe. C'est scandaleux, vraiment. Je sais pas, Maïssa, là-dessus Bah franchement ça fait mal au cœur en fait. Faut vraiment, surtout pour les personnes âgées, elles ont de certains repères, elles voient les choses se dégrader, donc c'est vraiment très très bien. L'initiative elle est très très bonne. Après j'espère vraiment qu'ils vont avoir des logements rapidement, mais ça ne règle pas le problème. Là c'est juste on n'attaque pas le problème à la racine. Voilà, c'est juste quelque chose de transitoire. De toute façon tout est une question d'éducation. Et lui de Saint-Denis, Abdeslam, là-dessus. Alors d'abord les Français. De Saint-Denis, pardon. Oui, c'est pas pareil. Tout d'abord, les Français découvrent les zones de non-droit. Mais ça existe depuis longtemps. Et naturellement, on a ces personnes qui habitent dans ces quartiers qui ne disent rien, qui rasent les murs, qui s'excusent en montant les marches de leur immeuble pour entrer chez eux parce que c'est squatté, parce que les personnes crachent par terre, ça sent le shit. C'est désagréable et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir. Et en fait, c'est là le problème, c'est que ça devient l'hémorragie et les gens veulent partir de la même manière que les personnes que l'on a entendues là, qui étaient soulagées de quitter un quartier parce que ça n'était pas gérable, parce qu'ils ont été sacrifiés et abandonnés par les institutions, parce que cette zone est une zone de non-droit. Et ça, c'est juste insupportable. Et pendant longtemps, on a acheté les quartiers, on a acheté la paix sociale en permettant d'emmener des jeunes en vacances ici et là, alors qu'en fait, la vraie solution, plutôt que de proposer des ateliers hip-hop et des futsal, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir travailler, de pouvoir se loger, de pouvoir vivre. C'est tout, c'est ça la chose. Tout ça, avant tout, c'est l'éducation. Mais d'abord, oui, la responsabilité des parents, elle est prépondérante. Ça veut dire pas forcément. Je parle pas seulement des parents. Je parle vraiment aussi de la société, de l'école. Mais les parents, il faut qu'ils soient accompagnés de toute façon. Oui, par exemple, un gamin de 10 ans avec son cartable sur le dos à 22h30, je peux vous assurer que je l'ai vu à 22h, c'est pas normal. C'est pas normal. J'étais adjoint en charge des quartiers. Je peux te dire que j'étais le thermomètre dans ces quartiers et je voyais des choses qui n'allaient pas. Et tu veux que je te raconte une chose, Christophe? Moi, j'avais grandi dans ce quartier, à la Cité des Tilleuls, au Blanc-Ménil, où quand j'étais jeune, je n'avais qu'une envie, c'était de me tirer de là. Et en fait, quand j'ai eu cette délégation concernant ce quartier et que je voyais tout ça, j'avais de la nostalgie et je me disais finalement c'était pas si mal que ça quand j'étais jeune et que j'aurais bien voulu qu'on retrouve cet esprit parce que à l'époque on respectait les anciens. Absolument. À l'époque on respectait quand un papa haussait le ton, on baissait la tête et on filait droit. Et les mamans de la même manière. Aujourd'hui, je peux dire une chose, à 22h, au distributeur automatique ne va pas tirer de l'argent parce que t'es traîné sur 50 mètres avec ton sac à main. Donc et ça devient rasoir. Et les gens qui justement vivent dans ces quartiers, qui ne disent pas un mot, forcément, ça profite à un électorat extrême droite. Ouais, mais pourquoi aussi? Il y a tellement de choses. Il y a la précarité, on le sait que c'est la mère de tous les de tous les maux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que on permette pas d'ingérence dans l'éducation, ou bien l'ingérence elle est trop accentuée. Dans le sens où carrément on place les enfants. C'est-à-dire c'est soit l'un soit l'autre. C'est pas ça, c'est qu'on criminalise les parents. Quand on dit aux parents si votre enfant ne va pas à l'école,
on vous supprime les allocations familiales. Quand une maman élève 3 enfants et qu'elle a du mal à finir à payer ses fins de mois, qu'elle a 2 mineurs, c'est du populisme, ça. Qu'elle a 2 enfants dont elle s'occupe. Non, je suis désolé, c'est la réalité, Christophe. Ouais, non, mais c'est du populisme que de proposer ça. De supprimer les allocations. Mais bien sûr, ça répond à un électorat. Ben voilà, c'est ça, évidemment. On est bien d'accord. Mais cette maman qui est en difficulté, pour reprendre cet exemple, et qui a un ado ou qui justement se conduit peut-être pas de la meilleure des manières et qui est absent. Cette maman, quand elle est à la maison avec ses 2 petits, elle fait quoi? Elle laisse ses enfants, elle va le chercher dehors partout. Elle fait comment? Bon, alors pour finir ce zapping, on peut encore constater que Donald Trump, qui était présent en France à l'occasion du G7, eh bien quand on lui pose une question, il y répond vraiment franchement, certainement pas à côté. Écoutez. Est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il y a bien un accord entre vous et la France sur la taxation des entreprises du numérique? Merci beaucoup. Je peux juste vous confirmer que la Première Dame a adoré votre vin français. Elle l'a adoré. Merci beaucoup. Ah, il répond franchement aux questions, Donald Trump. C'est effrayant. Moi, ça me fait penser, tu sais, à la question qu'avait posée El Kabash à Georges Marchais. Il disait, mais c'était pas ma question. Et il lui répond, c'est ma réponse. C'est exactement la même chose. Il lui répond que sa femme a aimé le vin. Donc, on découvre que la lady américaine est alcoolique. C'est une boutade. Oui, évidemment. Non, mais il répond à côté, évidemment. Mais c'est gros comme une maison. Dans un instant, messieurs, dames, on va ouvrir un autre dossier et là on a besoin de vous aussi, comme d'habitude d'ailleurs dans cette émission. 01 40 33 9000. Comment expliquer cet engouement des écoles privées dans les banlieues, dans les quartiers dits populaires? Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous êtes plus favorable à l'école publique ou de mettre dans l'école privée, dans des enseignements privés, vos enfants pour leur assurer, j'allais dire, un avenir un peu plus certain pour avoir et acquérir un niveau plus évolué. Il y a des défenseurs de l'école publique, il y a aussi des défenseurs de l'école privée. Où vous vous situez, ça nous intéresse au 01 40 33 9000. On en parle dans un instant avec Païssa Leroy et Abdeslamita sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Mais avant cela, on parlera des infos zappées. Et parmi les infos zappées, tiens, je vous donnerai la date du nouvel an musulman. Ça approche à grands pas, on va passer à l'année... je vous donnerai parce que là j'ai perdu le fil. Voilà, la nouvelle année musulmane c'est pour samedi visiblement selon CTMF. Pour d'autres organisations c'est pour dimanche. Donc vous voyez que même la divergence existe pour la nouvelle année. Bon, on n'arrête pas le progrès parmi les instances musulmanes du monde. Dans un instant, Diams aussi qui s'est exprimé, qui est sorti un petit peu de son silence. Ça faisait bien longtemps que ça s'était pas exprimé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette interview, enfin cette prise de parole sur le site www.francemaghreb2.fr. À tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec aujourd'hui Maïssa Leroy qui est avec nous, avec Abdeslamitash également et dans un instant on va parler de cet engouement pour les écoles privées, notamment dans les banlieues, dans les quartiers dits populaires. Comment l'explique-t-on? Et vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. Quel a été le choix que vous avez fait pour vos enfants? Dans un instant, bien sûr, c'est important parce qu'on s'aperçoit finalement qu'au vu de cette rentrée scolaire qui approche à grands pas, beaucoup davantage ont fait le choix d'inscrire leurs enfants, et d'ailleurs dès le primaire, dans les écoles dites privées. Alors avant cela, les infos zappées, et notamment parmi les infos zappées, j'en parlais il y a quelques instants, la prise de parole de Diams. Elle ne parle quasiment plus en France depuis des années, mais elle a accordé en anglais à Arab News avant ce pèlerinage à la Mecque. Diams qui brise le silence, et elle semble se livrer comme jamais. Elle vit aujourd'hui en Arabie Saoudite avec son mari et ses enfants, et déclare: je ne savais pas que tout ce que j'avais à faire c'était parler à Dieu, c'est mon deuxième âge, mais cette fois je viens avec un état d'esprit différent. Je comprends maintenant la signification des rites et des étapes de ce voyage. Ce sera une expérience encore plus spirituelle qu'avant, Inch'Allah. Ça a été un grand choc pour les Français, vous savez. Ils me connaissaient comme chanteuse et un jour ils me voient avec un voile. C'était donc difficile à l'expliquer, dit-elle. Et voilà, c'était impossible pour eux et très dur à l'expliquer selon ses déclarations. Diams relate la manière dont l'islam est entré dans sa vie alors qu'elle se trouvait chez son amie Zouzou. Quand j'ai prié avec elle et quand je me suis couché sur le ventre, je me suis senti connecté avec Dieu. La lecture du Coran a été une révélation. Je suis devenu intimement convaincu que Dieu existait. Plus je lisais, plus j'étais convaincu. Jusque-là, je croyais en un Dieu, mais j'étais chrétienne dans mon cœur. Plutôt, je ne savais pas ce que j'étais exactement. Si ce n'est triste,
l'argent, le succès, le pouvoir ne m'ont pas rendu heureuse. J'étais très très triste et seule. Je n'avais pas réalisé que je devais parler à Dieu. Et maintenant, quand il se passe des choses dans ma vie, bonnes ou mauvaises, je sais qu'Allah m'écoute. Et ça, c'est ça l'essentiel. Voilà, Diams qui sort, il brise du silence, mais ça vous évoque quoi, Maïssa? Bah moi j'ai lu son livre. Oui. Donc elle en parle. Donc si les personnes voulaient. Ça s'appelle comment son livre? Diams française musulmane, Mélanie française musulmane. D'accord. Et t'as aussi Diams, Mélanie. Georgiade. Ouais, Georgiade, un truc comme ça. Et bref, j'ai lu les deux et en fait elle en parle vraiment exactement de la même manière. Donc c'est pas une surprise. Ouais. mais je comprends en fait, C'était, tu sais, c'était presque prévisible dans sa façon d'être en fait, de vivre la musique. Ça a été un choc pour ses fans quand même. Bah franchement pas pour moi. Hein. Oui, pas pour toi. Non mais je veux dire, ça a été un choc parce qu'il y avait. Bah, j'étais une fan en fait. Ouais. Oui. Ah oui. Bah oui. Ouais, voilà. Mais tu regrettes quand même sa prise de distance avec la chanson, avec la musique? Je la comprends pas du tout. C'est une autre vie en fait. Elle a fait un choix. Elle a tout connu. En fait, elle a tout connu de ce que pouvait connaître un artiste, que ça soit la production, comme l'écriture, comme les tournées, le monde, enfin tout. Puis elle s'est rendue compte que ça lui apportait rien. Et quand elle s'est sentie remplie. Bah, c'était quand elle a rencontré Dieu. Donc, je la comprends. C'est beau. Hein. Ouais. Hein. Abdeslam. Non, mais elle était en quête de spiritualité. Elle se cherchait. Elle s'est trouvée dans la religion musulmane. Et moi, je suis très content pour elle qu'elle ait justement trouvé sa voie. La paix intérieure. Et voilà, et qu'elle que chacun puisse transcender dans ce qu'il veut. Il y en a, c'est la religion, d'autres, c'est le sport. Voilà, c'est très bien, je suis très content pour elle et elle a fait un choix de vie, c'est le sien, il est respectable et donc moi je lui souhaite bon vent et qu'elle vive heureuse. En tout cas, vous pouvez lire l'intégralité de sa déclaration sur notre site www.francemaghreb2.fr. Autre info zappée, c'est au championnat du monde de judo à Tokyo, l'Algérien Fethi Mourine a refusé d'affronter un judoka israélien. Ce même judoka israélien qui est devenu d'ailleurs champion du monde de judo. Alors, commentaire, pas commentaire, c'est bien, c'est pas bien? Alors, moi j'ai toujours dit que, d'abord moi je travaille dans les métiers du sport, mais je pense que la politique et le sport ne font jamais bon ménage. Ensuite, ses choix l'incombent, il fait ce choix-là de non-résultat et donc du coup de perdre. Il fait comme il veut, mais moi je pense et je persiste à penser que le sport et la politique ne fait pas bon ménage. Ouais. Après moi je comprends parce qu'il y a certains messages qui ne peuvent passer que par là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font un total rejet de la politique, ce que je peux vraiment comprendre, et du coup ça peut amener des personnes à s'intéresser à ça puisqu'ils sont spectateurs du sport et du coup ils se disent tiens, pourquoi, et après peut-être se renseigner de la bonne manière. Une manière de sensibiliser. Je pense, oui, bien sûr, et puis je trouve que c'est important en tant que sportif aussi d'avoir d'assumer et d'avoir un parti pris, surtout là. Ouais. Surtout là. Bon, très bien. Autre info zappée, ça vous concerne tous, amis musulmans et musulmanes de France et du monde. Le Conseil théologique musulman de France, CTMF, a annoncé dimanche 25 août la date du premier jour de la nouvelle année hégérienne. L'instance religieuse a décrété la date du samedi 31 août 2019 comme le premier jour de l'an 1441, une date qui rappelle l'épisode de l'immigration hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses proches compagnons de la Mecque vers Médine en l'an 622 de l'ère chrétienne. Cette décision est la résultante des données scientifiques qui expliquent au Conseil les plus précis selon le CTMF qui indique que la conjonction de nouvelle lune aura lieu le 30 août 2019 à 10h37 GMT et à 12h37 heure de Paris. Que sa vision sera possible le même jour à partir de 21h55 GMT, 23h55 heure de Paris. Le début du Muharram, un des 4 mois islamiques sacrés, étant acté par le CTMF pour le samedi 31 août, le jour de l'Ashura est en conséquence fixé au lundi 9 septembre. Ce jour est traditionnellement jeûné par les musulmans pratiquants en hommage au prophète Moïse qui a souhaité remercier Dieu pour avoir sauvé son peuple. Et pour les partisans de l'observation, la divergence sera encore une fois au rendez-vous cette année. La lune n'étant pas observable le 30 août depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie, selon les données astronomiques en notre possession, le premier jour de l'an 1441 devrait être annoncé pour le dimanche 1er septembre par une large
majorité des autorités donc et organisations musulmanes à travers le monde, à l'exception notable de la Turquie qui a annoncé le début de l'année 1441 le samedi 31 août avec une annonce du début de la nouvelle année donc 1441 au 1er septembre pour les partisans de l'observation. Le jour d'Ashura sera alors donc fixé au mardi 10 septembre. Voilà, vous avez toutes les données. En tout cas, avec ça, débrouillez-vous, quoi. J'ai envie de vous dire. Des bonnes années par avance. J'étais en train de noter ça, c'était bon. Voilà. Après, chacun suit évidemment selon ses recommandations. En fait, c'est un petit peu pour le même problème qui apparaît pendant le Ramadan. Ouais, voilà, c'est celui ça. qui préfère l'observation lunaire, la science, etc. Puis celui qui reste traditionnaliste. Voilà. Dommage, oui. Après, il y a un choix. C'est ça qui est bien dans l'islam. Il y a quand même le choix. Non, mais quand c'est des choix qui ne génèrent pas des conflits, des divisions, oui, mais remarquez quand on a le Maroc qui te fait l'Aïd, El-Kébir, pardon, le lendemain de tout le monde, c'est à n'y peut rien comprendre, alors qu'on sait que l'Aïd est fixé par l'Arabie Saoudite en fonction du Hajj. Donc. En fait, on pourrait regarder juste sur le site de la NASA, ce que fait mon mari, que ça soit le Ramadan. Bah alors, si regarde sur le site de la NASA, ça sera samedi 31 août. Voilà. Donc, bon, Abdeslam, tu vas faire quel choix? Tu sais pas encore? Non, mais. Bon, d'accord. Ça viendra et c'est tout. Très bien. En tout cas, voilà, l'information est donnée et à chacun et chacune de faire son propre choix. Exact. C'est aussi ça et c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les infos zappées? Tiens, le président du Honduras effectuera un voyage vendredi officiel en Israël pour l'inauguration d'un bureau diplomatique à Jérusalem, reconnaissant ainsi la ville sainte comme la capitale d'Israël. Le Honduras. Commentaire? Non. Bon, très bien. Autre info zappée, déjà délétère, le climat électoral s'est encore plus détérioré en Tunisie, mardi soir avec l'installation de panneaux d'affichage géants installés par le groupe publicitaire. Car oui, sur lesquels on peut lire la prison ne nous arrêtera pas. Rendez-vous le 15 septembre. Abdeslam, la situation en Tunisie est inquiétante un peu. Bah écoute, la guerre des successions est ouverte. Je rappelle que Nabil Karoui a été mis en prison. Je suis pas contre l'expression politique et que chacun puisse se positionner, choisir son leader et avancer. Moi, le combat des idées ne me gêne pas. Le combat tout court, non. Je condamne toute forme de violence. Mais l'idée, c'est justement qu'il y ait alors il y a toujours divergence politique, mais l'idée c'est qu'il y ait une convergence des personnes autour d'un candidat qui saura porter la Tunisie et qui saura répondre aux aspirations des Tunisiens. Bon. Mais dans tous les cas, le peuple tunisien est souverain et j'espère qu'il fera les bons choix. On en parlera en tout cas au moment voulu, le 15 septembre, au jour de l'élection présidentielle en Tunisie, bien entendu dans le Grand Forum. Tout comme on parlera de ce qui se passera aussi au niveau des législatives, peut-être des présidentielles annoncées en Algérie. On n'a pas encore de date, mais il semblerait que ça se passe avant la fin de l'année. C'est plus rapide en Tunisie, manifestement, qu'en Algérie, puisque le président tunisien... on rappelle que la révolution tunisienne a commencé en 2011. Non, bon, j'entends. Alors, si tu veux parler de révolution tunisienne, moi je vais te parler d'octobre à Alger. C'était il y a plus de 20 ans, et voilà, on parlait du printemps arabe, mais le vrai. Ça avait commencé en Algérie il y a beaucoup plus longtemps que ça. Oui, mais on n'a plus de président depuis un moment et les Tunisiens sont quand même beaucoup plus rapides que nous à décider d'une date pour les élections. Espérons que ça en découle de quelque chose de positif de tout cela. Que du bien, j'espère, pour le peuple tunisien. Évidemment. Bon, alors, maintenant, passons à notre deuxième sujet du jour dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre. Vous qui êtes peut-être en voiture, vous sortez du travail, vous êtes fatigué, eh bien le Grand Forum est aussi là pour vous détendre et pour parler des sujets de tous les jours, des sujets qui nous concernent tous. Il n'y a pas que la politique dans la vie, c'est fatigant au bout d'un moment. C'est pas Maïssa qui va me contredire, ni Abdeslam, je pense. Non, c'est bien la politique. Oui, mais bon, au bout d'un moment, ça fatigue. À un moment, c'est bon. Il faut aussi parler, au concret, là, parler de l'avenir de nos enfants, évidemment. Mais ça, et ça, c'est important. Oui. Non, mais critiquer le prix de la baguette de pain, c'est faire de la politique. Ou de connaître le tarif du pain au chocolat aussi. Aussi, 15 centimes. 15 centimes, évidemment. Alors, à quelques jours de la rentrée scolaire, évidemment, vous le savez, cette question, école privée dans les banlieues, pourquoi cet engouement? On se pose la question aujourd'hui avec Maïssa, avec Abdeslam et avec vous, chers amis auditeurs. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'entre vous, de parents, ont fait le choix, effectivement, de mettre leur enfant, de scolariser leur enfant en école privée. Pourquoi? Parce que beaucoup ne croient plus en l'école publique. Par exemple, dans certains quartiers, dans certains départements, pour ne citer que la Seine-Saint-Denis, le niveau scolaire est totalement incroyablement bas. On rappelle, c'est pas moi qui le dis, des profs en parlent aussi. Pour devenir prof en Seine-Saint-Denis, avec 6 de moyenne, tu peux le devenir. C'est un véritable problème. Le niveau est pas le même que l'on habite Saint-Denis ou qu'on habite dans le 16e arrondissement de Paris ou dans les beaux quartiers de Marseille ou les quartiers nord. Et ceci pose problème. Du coup, beaucoup de parents ont fait le choix de mettre leur enfant en privé dès le primaire. Pourquoi? Pour être sûr, en tout cas, d'avoir une place
pour le niveau supérieur, collège et lycée. Alors, est-ce que Maïssa est partisane du privé ou du public? Privé 100%. Privé 100%. Oui, bien sûr. Ton parcours mon parcours, moi, mes enfants, ils ont fait 10 ans de privé. Ouais. D'accord. Et là, l'année dernière, j'ai changé parce qu'il y a eu un problème. Bon, après, c'est du privé spécial, hein. C'est du privé musulman, donc c'est encore autre chose. Mais en fait, il y avait eu un désir d'excellence avant d'un désir religieux. On va dire, c'était une école laïque, hein. Et en fait, ils étaient pas prêts pour le collège. Donc j'ai retiré tous mes enfants vu qu'ils étaient trop loin. J'ai retiré tous mes enfants. Je les ai mis l'année dernière en public. Et cette année, j'essaie de et tu as senti la différence? C'est très intéressant justement cette expérience. Franchement, vraiment, tu sens la différence. Ça veut dire qu'il y a une richesse. Que ça soit au niveau des emplois du temps, de la mixité, de la différence en fait, de la manière de s'adapter en fait des enfants, enfin de toutes ces choses qu'elles échangent, c'est vraiment mignon. Mais franchement, il y a une grosse différence de niveau, il y a une grosse différence au niveau du suivi. Ça veut dire que on s'en fout. Hein, littéralement, on n'a pas le temps de s'occuper de tes enfants, on n'est pas là pour ça. Je fais mes heures et puis basta. J'ai pas réussi à avoir des rendez-vous avec les professeurs, alors que quand même dans le privé, c'est quelque chose de normal d'avoir rendez-vous avec ses professeurs quand bon nous chante. Ça veut dire que les professeurs ne font pas leur boulot comme il faut? En fait, je pense que les professeurs, franchement, je suis vraiment désolée de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a le côté un peu sécurité de l'emploi qui fait qu'ils sont soit déçus, non, peut-être, mais j'ai l'impression blasé. On dirait qu'on a affaire aux fonctionnaires de la mairie et de l'état civil dans l'école, quoi. C'est-à-dire que moi j'arrive un petit peu avec le background, tu sais, de l'école privée, donc j'arrive moi avec un peu mes trucs, tout ça. Est-ce que je peux vous rencontrer, nana? Non, que ça soit collège. Ou je vais même pas parler du primaire, parce que le primaire on va même pas parler de l'absence des professeurs. D'accord, de la surcharge des classes, des répartitions, des devoirs approximatifs et aussi des rendez-vous en fait quand j'avais, et c'était moi qui est très à cheval donc sur l'éducation de mes enfants, qui arrivait et qui donnait en fait les clés, qui parlait un peu de mes enfants, qui donnait en fait, qui expliquait de façon claire et précise comment est-ce que mes enfants fonctionnaient et comment il fallait en fait s'y prendre avec telle ou telle chose, quoi. Mais parce que je suis hyper à cheval sur l'éducation de mes enfants, je ne suis intransigeante. Il faut quand même admettre quelque chose, c'est que tous les élèves ne peuvent pas aller en privé parce qu'ils en ont pas le niveau. Alors déjà, c'est la chose à laquelle je suis confrontée cette année, c'est-à-dire que moi, ma deuxième fille a réussi à rentrer dans le privé en passant du primaire au privé, mais quand la grande a été au collège, elle a subi une perte de niveau au collège public, et maintenant j'arrive pas à la faire rentrer dans le privé. D'accord. En une seule année. C'est en tout cas ton exemple illustre bien une certaine difficulté, effectivement, quand on passe du public au privé, c'est très compliqué, difficile. Du coup, des parents ont fait le choix de les mettre dès le primaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais regarde, en une année, il y a une perte de niveau au collège. Ouais. Abdeslam, partisan du privé ou du public? Moi, j'aurais tant aimé être partisan du public, mais force est de constater que je comprends. Alors, tu parlais d'engouement. Moi, je parlerais surtout d'une crainte des parents lorsqu'ils voient le niveau scolaire des gamins qui justement diminue comme peau de chagrin, et qu'il est question justement de protéger ces enfants et de leur permettre justement d'arriver à un niveau scolaire. Et Maïssa pointe bien le problème. Les gamins doivent passer un test pour être reçus. Ça veut dire qu'ils ne doivent déjà pas être en difficulté lorsqu'ils intègrent une école privée. Alors pour le coup, moi j'ai un garçon qui a passé 2 ans au lycée MHS, mais au high school, qui a un niveau qui est plus que bon, donc lorsqu'il a été question qu'il passe donc sur d'autres types d'enseignements, il était plutôt à l'aise et il y a bien une différence de niveau qui est évidente, et tu pointes bien le doigt sur le fait que un prof peut devenir prof en Seine-Saint-Denis avec 6 de moyenne, et pourquoi pas les recruter sur le Bon Coin. Non, mais donc, mais c'est vraiment scandaleux. Après, il ne s'agit pas de généraliser, parce qu'il y a quand même beaucoup de profs qui font leur travail avec conviction, avec passion.
formation. Ils sont épuisés. Après, il y en a, ils sont épuisés. Moi, je suis un produit de l'école publique, j'en suis très fier. Moi aussi. Mais en fait, ce que je veux souligner. On peut être originaire de l'école publique et avoir un regard critique. Moi, j'ai subi vraiment des discriminations en école publique. Non pas de par le racisme, etc., mais de par la qualité d'enseignement, où on n'avait pas conscience de mon potentiel. Alors, j'étais très intelligente. Non, mais je le souligne vraiment. Tu l'as toujours. T'as proposé des orientations qui ne correspondaient pas. On m'a proposé des orientations, mais calamiteuses. Et plombier. Non, mais des trucs. Alors que moi, je trouve ça génial. Non, mais moi, franchement, l'artisanat, je trouve ça vraiment génial parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont très très bien. Donc non, c'est pas ce que je montre du doigt, mais c'est qu'on ne cherchait pas à me comprendre et à comprendre le fait que moi, je suis une personne multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'intéresse à plein de choses en même temps et qui n'arrive pas à se concentrer très longtemps. Elle est macroniste, en même temps. Non, mais pas, qui n'arrive pas à rester, enfin, qui se lasse en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai un métier aussi pluridisciplinaire. Elle n'est pas macroniste. Bref, on parle pas politique, on a dit on parle société là. Et tout ça pour dire que moi j'ai subi des vraies discriminations, c'est-à-dire que j'ai fait un vrai blocage. Je vais vous donner un exemple, d'accord? J'ai fait des vrais blocages au niveau de l'orthographe pendant très longtemps, qui a fait perdre une grande confiance en moi dans mon écriture. Pourquoi? Parce que j'avais une prof qui notait en négatif les dictées. Est-ce que tu écrivais ils croivent en moi? Pas du tout, justement. C'est qu'est-ce qu'ils croivent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils croivent? Exactement. Non mais tu vois. Oui, alors on a Naïma qui nous appelle d'Orléans 01 40 33 9000. Votre avis nous intéresse, franchement, partisan du privé comme Maïssa et comme Abdeslam, ou du public? Un peu comme moi. Moi, je reste quand même un grand défenseur du public, même si c'est difficile selon les endroits où on habite. Et j'ai senti la différence, ma chère Maïssa, pour mon fils, passant de la Seine-Saint-Denis à un petit village de l'Essonne, mais la différence elle est incroyable dès la maternelle. Ah oui, dès la maternelle. Voilà. Oui. Naïma de Orléans, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Du coup, moi je ne suis ni pour le privé ni pour le public. Ah bah, vous êtes centriste alors. L'IEF, allez. Vous êtes centriste comme Abdeslam Itache. Voilà, exactement. Moi j'ai mes enfants qui ont fait leur primaire dans le public. Et du coup, le collège de secteur ne correspondait pas trop à nos attentes par rapport aussi à la réputation qu'il avait. Donc, j'ai décidé de les mettre dans le privé. Pour mon fils, ça s'est bien passé parce qu'il rentrait dans les cases, donc nickel. Mais pour ma fille qui a un trouble de l'apprentissage, et ben le problème, c'est que ni le public ni le privé n'est adapté à ses enfants. Ouais. Ça dépend du privé. Ça dépend toujours du privé. Par rapport à mon expérience. Ça dépend tout. En fait, c'est ça. Je vais la mettre aussi dans le privé. Mais ce qui est bien dans le privé, en fait, Naïma, ce qui est bien dans le privé, c'est qu'on peut choisir. C'est-à-dire qu'on peut choisir. Ouais, mais c'est pas à la portée de tout le monde parce que ça a un coût quand même le privé. Bah ça a un coût quand on a pris l'habitude que c'était gratuit. Non, attends. Ouais, bah quoi, non, c'est vrai, non? Franchement, il y a des écoles privées. Oui, ça a un coût, bien sûr. Il y a des écoles qui sont qui ont un prix exorbitant, mais c'est presque indécent, surtout pour la qualité. J'ai même pas fait les calculs de tout ce que j'ai lâché dans l'école privée de mes enfants. Je ne vais pas faire ça. Mais il y a des écoles qui sont très accessibles dans le privé et qui sont justement, il y a des systèmes de bourse, il y a des systèmes de facilité de paiement, il y a des systèmes, enfin il y a toujours moyen de faire des sacrifices en fait. Il est quand même important de préférer des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés. Exactement, je cite Médine, ouais, voilà. Exactement. Naïma, en fait aujourd'hui, après toutes ces expériences, votre conclusion aujourd'hui, si c'était à refaire, vous auriez des regrets? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Non, différemment non, parce que c'est vrai que le niveau par rapport au collège public, je pense qu'il est quand même assez élevé. Ça a un coût, certes, oui. C'est vrai qu'il y a des facilités de paiement. Moi, je suis mensualisée, mais c'est quand même un coût. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est un combat contre l'éducation nationale, que ce soit le privé ou le public. C'est vraiment les professeurs, quoi. C'est vraiment pas l'établissement lui-même. J'ai eu un souci avec une professeure d'histoire géo de ma fille, juste par rapport à une place. Une place, fallait qu'elle soit assise devant, elle l'a mise derrière. J'en ai parlé au directeur, j'en ai parlé au CPE, j'ai relancé. J'ai appelé l'éducation nationale qui m'a dit « Ah bah non, c'est le privé, il faut passer par le diocèse ». Donc c'est aussi un petit peu le parcours du combattant, même pour accéder justement, juste pour aller se plaindre d'une professeure par rapport à une place. Je crois que ça a duré pendant un mois, quoi. Ouais. Merci Naïma en tout cas pour nous avoir fait partager votre expérience depuis Orléans. 102.6 la fréquence pour nous écouter. Restez nous fidèles et puis n'hésitez pas à réagir sur tous les sujets dans cette émission. Vous êtes la bienvenue.
VIP, ma chère Naïma, comme tous les autres évidemment. À très bientôt. Merci. 01 40 33 9000 pour nous faire partager votre expérience. Oui, je parlais du coût quand même, Maïssa, parce que c'est vrai que c'est un coût et il y a aussi des familles qui aimeraient peut-être mettre leurs enfants dans le privé, mais qui n'en ont pas les moyens. Alors c'est vrai, d'autres vont dire oui, mais alors plutôt que de partir en vacances, il serait peut-être bien d'économiser pour l'avenir de vos enfants. Ça peut être une chose, mais il y en a aussi qui n'ont même pas les moyens de partir en vacances. C'est une histoire de priorité. Ouais. Moi, je pense que c'est une histoire de priorité. Après, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent absolument pas se le permettre, et ça, je sais pas quoi répondre à ça. Il y a des grandes fratries, c'est voilà, très compliqué. Moi, j'ai 4 enfants, 3 enfants, c'était ça a commencé à être très très dur de les laisser dans le privé. Et aujourd'hui, je suis bien contente quand j'en ai eu 2 dans le public et que j'ai rien payé pendant une année. J'ai été choquée. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans toutes les scolarités de mes enfants, j'ai tout payé. Donc là, même la ville de Vitry-sur-Seine qui propose des cartables aux enfants. Quand j'ai dit à ma fille, on va faire la liste des cours. Elle m'a dit, non, il y a rien. Et même si on n'avait pas de cartable, ils auraient proposé un cartable. Bon, je me dis, quand même, waouh. Mais pour moi, c'est un sacrifice à faire. Bien sûr, j'entends bien. Voilà. Et je pense que tous les parents dignes de ce nom aussi sont prêts à faire ce sacrifice et veulent le meilleur pour leur enfant. Mais surtout que maintenant, il y a des écoles privées qui sont pas très chères en fait. Il y a quand même des écoles privées qui restent accessibles. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même se renseigner. On va à l'abandon de l'école publique. Qu'est-ce se remettre en question l'école publique aussi à un moment donné. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qu'on est en train de tous fuir, faut remettre les choses en question. Est-ce qu'on est en train de libéraliser, l'école publique, Abdeslam? Alors moi, de toute façon, je suis pour la liberté de choisir, que les gens puissent aller dans le public ou privé. Moi, je suis pour qu'ils aient ce choix-là. Donc libéraliser, alors c'est un gros mot de gauche. Non, c'est pas un gros mot. Ouais, si, mais si. C'est une réalité du moment. Mais moi, je suis en plein dedans avec le macronisme. Je suis peut-être un peu libéral, mais moi, je suis pour la liberté de choix et de permettre aux uns et aux autres de pouvoir choisir là où ils veulent mettre leurs enfants. S'ils veulent les laisser dans le public, ils les laissent, mais qu'ils puissent aussi choisir à un moment de se dire, moi, je veux le meilleur pour mon fils ou pour ma fille, et je veux qu'il soit dans tel établissement. Je veux vraiment qu'il passe la 2e et la 3e vitesse, plutôt qu'il soit dans un quartier où justement le niveau est plus que médiocre, et que il sait très bien que il y a des gamins, et ça c'est pas moi qui le dis, il y a des gamins qui quittent le collège et qui ne savent toujours pas lire. C'est ça. C'est un problème. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. En tout cas, ce qui est rassurant, je tiens à vous le dire, sur chaque mot, c'est que sur ce sujet, parmi des noms que je vois qui vont intervenir dans cette émission, ce sont des femmes, et ça fait plaisir. C'est-à-dire que les femmes et les mamans priorisent l'avenir de leurs enfants, c'est très bien. Bon, les papas aussi sont soucieux de la scolarité de leurs enfants. Oui, voilà, chicha, oui. Non, alors sûrement pas moi. Je suis jamais rentré. Rachida qui nous appelle de Dijon. Bonsoir Rachida. Bonsoir. Soyez la bienvenue Rachida. Alors vous, école publique ou privée, Rachida? Écoutez, moi, mon avis est un peu mitigé. Je vous explique. Moi, je suis issue d'une famille, vous savez, l'immigration, mes parents illettrés, tout ça. On a tous été dans le public. On s'en est pas trop mal sorti, mais il faut dire que l'éducation, à mon avis, il y a des années de ça, n'est plus la même du tout dans le privé. Ça, c'est vrai. On est d'accord. Voilà. Ce bilan. Oui, c'est clair. Et je vous explique, moi, mes enfants étaient dans le public, ils s'en sont pas trop mal sortis, alhamdoulilah. J'ai mes 2 frères, qui sont profs. Alors, il y en a un qui est dans le privé, et il y en a un qui est dans le public. Ah, très bon exemple. Alors, voilà. Tous les 2, ils sont épuisés. Parce que celui qui est dans le privé, dans le public, lui s'arrache les cheveux. Lui, il veut absolument que ses élèves s'en sortent, qu'ils aient leur diplôme, ils sont tous les 2 dans des lycées, qu'ils aient leur bac, tout ça. Mais les élèves ne veulent absolument rien foutre à l'école. Ouais. Alors c'est ça le gros souci aussi. Bien sûr, il y a le sureffectif des classes. Bien sûr, les classes sont blindées. Les profs, ils en peuvent plus. Je défends pas les profs, voilà. Moi, je vous dis, j'ai les 2 cas mais bon, les profs, ils en peuvent plus. Ils sont débordés. Moi, je me souviens, j'ai rencontré une prof de mon fils au lycée. Je voulais savoir un peu comment ça se passait. Je voyais, il y avait des fois, c'était pas tout beau tout rose. Et bien sûr, comme je suis derrière mes enfants, l'éducation de mes enfants. Et la prof, elle me dit, là j'étais outrée. Elle me dit, elle fait 1m20, 50 kilos. C'est pas sur sa taille, bien sûr. Elle me dit, madame, écoutez,
moi je suis là, je donne mon cours. Celui qui veut écouter ou celle, tant mieux pour eux. Après, moi je m'en vais, j'ai une autre vie derrière. D'accord, je fais, ben c'est super. Hein. Elle me dit, vous avez vu les gabarits qui sont, je ne peux rien dire. Mais moi, alors, c'est vrai que c'est une réalité aussi. Non, mais moi, je vais te raconter. En cours de français, ma fille, c'était pareil. C'est-à-dire, elle me disait qu'il y avait des élèves qui rentraient, qui tutoyaient la prof, qui lui disaient vous voyez. Mais ça n'existe pas à notre époque. Hein. Si vous ne vous voyez pas, ça va mal aller. La prof qui montrait la terreur en fait, et du coup l'enfant, parce que là, on est clairement dans des âges, que ça soit lycée ou collège, on a un âge où dans la systémique, en gros, ça a un rapport de force. Donc faut mettre le cadre sans forcément être violent, mais faut mettre le cadre en montrant. Oui. Voilà, je suis folle. Mais on ne donne pas toujours les moyens aux enseignants dans le public justement de pouvoir mettre de l'ordre dans les classes. D'accord, j'entends bien. Je suis on a une corporation qui. Alors moi je vais reprendre la phrase. On écoute Rachida. Oui, Rachida. Pardon. Mes deux frères mon autre frère qui est dans le privé aussi compare avec mon autre frère qui est dans le public, ça commence à devenir pareil dans le privé. Faut pas se leurrer. Parce que ça devient aussi compliqué et les profs aussi baissent les bras. Le problème aussi, je veux pas dire, mais c'est aussi un problème d'éducation des parents. Parce que l'école n'est pas là pour donner, elle n'est pas là pour éduquer, enseigner, mais pas là pour éduquer les enfants, les élèves. Voilà. Mais les parents, il y en a certains, va à l'école, tu te débrouilles quoi. Et les parents, moi j'avoue, il y en a beaucoup qui ont baissé les bras. Bon, merci Rachida en tout cas pour votre appel, très intéressant encore une fois. On voit que les avis sont partagés et mitigés. Je vous propose de reparler demain, comme ça que les auditeurs qui voulaient intervenir demain pourront le faire. On va mettre ça jusqu'à vendredi. Je pense qu'on va mettre des sujets de société à la semaine parce que ça permet d'aborder puis d'avoir le ressenti et l'avis de pas mal de chroniqueurs. Mais si tu permets, Christophe, vraiment le dernier mot, je voulais parler de Claude Allègre, qui avait été ministre de Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit un gros mot un jour. Il a dit qu'il fallait dégraisser le mammouth. Je te dis même pas la corporation des enseignants qui lui a sauté à la gorge parce que c'était juste insupportable. Mais si l'éducation nationale n'arrive pas à se réformer, elle est vouée à l'échec. Mais il faut que l'éducation nationale impose, vraiment je le dis, impose déjà des tests psychologiques pour voir si les professeurs ont la possibilité psychologique d'assurer un leadership en fait pour sa classe, et ensuite de proposer en cours de carrière des formations tout au long de l'année, tout au long de leur carrière, parce qu'il y a des choses on est d'accord. On en reparle demain, si vous voulez bien. Et moi, je me rappelle qu'à mon époque. C'est fini. Bah oui, je sais, ça passe vite. Bon, on revient demain. Tu peux revenir demain, y a pas de problème. J'appelle demain. Maïssa, je me rappelle qu'à mon époque, moi, quand on se faisait engueuler ou quand on manquait de respect à un professeur, non seulement on se prenait une punition et 3 heures de colle, et à la maison, tu t'en prenais une en plus. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça a totalement inversé. Mon père est le précurseur du MMA. Moi, c'est par terre. C'est pour ça qu'il a la tête carrée aujourd'hui. C'est ça. Dans un instant, le quiz. Il a en tout cas la tête pour être le champion du quiz. Mais attention, Maïssa n'a pas dit son dernier mot. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour le grand forum. Toujours encore, et on arrive à la fin de cette émission. Et vous le savez, c'est le moment du quiz. Aujourd'hui, Maïssa Leroy, Abdeslam Itache, qui reste jusqu'alors le champion de la saison dernière. Il a tout gagné. Il n'a pas perdu un seul. Le grand chelem. Le grand chelem qui va se poursuivre. Mais cette année, on a décidé de faire les choses en grand avec cette coupe. T'as vu, Maïssa, elle est belle. Ah non, mais oui, elle est très très belle. Voilà. Et on a imprimé un document. Effectivement, on va donner les scores, les participants et tout ça, et on va vous faire des stats au mois et puis à la saison, évidemment. Alors, premier match pour notre ami Abdeslam Itache. J'ai un peu modifié les règles à la demande de beaucoup. Il est ils en ont marre de perdre. Précis, il est très précis d'indiquer qu'il faut bien attendre la fin de la question avant de répondre. D'accord ? On y va, c'est parti. Première question, je vous souhaite bonne chance. Première question. Donnez-moi une des 3 villes françaises libérées le 28 août 1944. Paris. Non, il n'y a pas Paris. Le 28 août. Oui. Paris, c'était le 25. Alors, Toulon, Marseille. Ah oui, Toulon. Ouais. Marseille est une bonne réponse. Toulon aussi. Donc, qui a dit Toulon? Les deux, Toulon et Marseille. Toulon et Marseille, t'as dit les deux, toi? Ouais, il a dit les deux, j'ai dit points Toulon. Accordés pour Abdeslam Itache pour cette première question. Ça va, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Deuxième question. On y va, c'est parti, musique, s'il vous plaît. Voilà. Hop, là, on y va. Deuxième question, messieurs, dames. Toujours en rapport, évidemment, avec ce qui s'est passé le 28 août. Quel célèbre pasteur prononce un discours historique le 28 août 1963? Martin Luther King. J'ai dit en premier. Il a dit en premier. Elle l'a dit en premier. Bon. Martin Luther King qui a
et qui a même rencontré Kennedy à l'époque. Un partout, tout est possible. Tu mets trop la pression là. I have a dream, effectivement. Troisième question, Maïssa Leroy, Abdeslam Itache. En 1996, un divorce est prononcé. Un divorce célèbre après 15 ans de mariage. Lady Di et Prince Charles. Bonne réponse. Ah là là, effectivement. J'étais loin moi. Ah, Lady Di, Charles, évidemment, en 96, le 28 août. 2-1 pour Abdeslam Itache. Attention, Maïssa n'a pas dit son dernier mot. Quatrième question. Je cherche à présent une chanteuse, mais aussi comédienne française, née d'une mère épicière, et d'un père jardinier. Dédicace à Philippe Bourriachi, décédé en 2017. De qui s'agit-il? Une actrice française. Oui. Une actrice ou une chanteuse? Les deux. Actrice, chanteuse. Elle est vieille? Ouais, comme très proche de Alain Delon. On peut avoir des chansons ou des... Bah non, Françoise Hardy, elle a envie. Non, pas Françoise Hardy. Pour l'impôt d'un flic en 81, par exemple, parmi ses films. Idée. C'est trop vieux ça pour moi. Son prénom Mireille. Mireille Dumas. Non. Dark. Bonne réponse de Abdeslam. En fait, je pense à Dark. Mireille Dark. Ça nous fait 3-1. Abdeslam Itache est là et il a décidé d'être présent cette année. On l'a compris. Attention, voici la dernière question qui ne changera pas grand chose au résultat, mais quand même. Je cherche un acteur, mais aussi poète et chanteur français né à Nice en 1940, mort le 25 août 2001. Parmi les films nombreux qu'il a fait, Ciao Pantin. Coluche. Pas Coluche. Non. Anconina. Non plus. Non, il est vivant lui. Il est vivant en plus. Ciao Pantin. Ciao Pantin. Son prénom Philippe. Bourriachi. Non, aucune idée. Philippe Léotard. Philippe Léotard, magnifique. Victoire incontestable de Abdeslam Itache. Attendez. Qui est d'ailleurs frère de François Léotard, qui était ministre et qui était président de l'UDF. Oui, voilà. Alors, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maïssa? Il y a réclamation? Une réclamation, une vraie de vraie. Ah bon? Est-ce que vous pouvez vous adapter aux générations de mon âge, s'il vous plaît? Non, mais parce que là, vous sortez des trucs des années 40. Bon, ça se voit que t'as été à l'école publique, toi. Voilà. Oui, voilà. C'est ça, La coupe, monsieur Itache. Ramenez-moi 2000, là. Voilà. C'est mon mien. Là, c'est la coupe à monsieur Itache, effectivement. Le score, Abdeslam Itache, 4-1. Non mais moi je fais cette réclamation, je suis désolée pour les jeunes, moi, Anissa, Nassim, les gens du Grand Forum qui ont mon âge, qui ont la trentaine, il faut s'adapter, il faut ramener des gens, faut donner des questions de l'an 2000, pas des années 40. On posera des questions sur les anges de la télé-réalité. Sincèrement, je prends acte. Mais la prochaine fois, je te poserai des questions Secret Story, pas de problème. Non. La caricature, j'ai pas de télé, je connais personne de Secret Story. Mais donne-moi du Michael Jackson, donne-moi des trucs, voilà. C'est pas trop bien. C'est l'anniversaire de la naissance de Michael Jackson. Voilà. Notre ami Medjed lui saurait répondre à toutes les questions, évidemment. C'est vrai. Ah bon? Bonsoir Medjed, comment ça va? Bonsoir, ça va. Bon, très bien. Donc la coupe revient à Itache aujourd'hui. Voilà, il a pris la coupe à la maison. Voilà, elle reste à la maison. Medjed qui arrive dans un instant pour la suite sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qui va se passer? On va continuer de jouer avec toi, mais c'est d'un autre niveau, on va dire. Et oui, aujourd'hui, c'est sûr et certain, nous aurons le gagnant ou la gagnante, quoi qu'il arrive, pour la PlayStation 4 Pro ou le MacBook Air. Ah oui, ça c'est pas pour moi ça. Ah bah écoute, pas le droit de jouer, ce sera peut-être pour les enfants de Maïssa. T'as vu la différence entre le LGF et Medjed? En LGF il y a une coupe. Ouais. C'est quand même sympa. Et l'autre il offre des MacBooks et je ne sais quoi. Ah oui, mais bon, ça, la coupe c'est peut-être encore mieux. Ah mais je ne sais pas. Après c'est pas la même valeur non plus. Medjed dans un instant, merci mon gars, tout de suite. Merci Abdeslam Itache, merci Maïssa Leroy. Vous referez une émission ensemble tous les deux? Bien sûr, avec ça s'est bien passé. Il est sympa Abdeslam, t'as vu, il sait bien accueillir tout ça. Avec les nouveaux sièges, vous reviendrez. Moi aussi je suis sympa. Bah évidemment Maïssa, je te kiffe. Tu sais que t'es parmi les plus anciennes quand même. Oui, c'est vrai. Parmi les femmes avec Sabrina Artiste. Donc que je salue d'ailleurs. Adapte ton quiz alors aux plus anciens aussi. Oui, d'accord, ok, pas de problème. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Et à demain 16h, on sera de retour évidemment Medjed dans un instant, juste après le flash, puisqu'il est 18h et une petite minute. Le rappel de l'actualité, à tout de suite sur France Maghreb 2, bonsoir.
Bonsoir. Une réduction d'un quart des effectifs du Parlement, l'introduction de 20% de proportionnel aux élections législatives. Ces mesures sont désormais inscrites dans le projet de loi sur la réforme des institutions annoncé par la garde des Sceaux à l'issue du Conseil des ministres. Nicole Belloubet assure que la réforme ne sera pas examinée au Parlement avant d'avoir obtenu un accord global préalable du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg, où un renouvellement intégral est prévu en septembre 2021. Le mandat de la moitié des sénateurs serait alors écourté de 2 ans. Une enquête ouverte par le parquet de Fontainebleau à la suite d'un incident dans le laboratoire d'une usine de fabrication de verre industriel en Seine-et-Marne, une réaction chimique qui a dégagé des vapeurs et des résidus liquides. Selon les pompiers sur place, 14 personnes sont blessées, dont 2 gravement brûlées. Les écoles situées à proximité de Notre-Dame de Paris vont-elles pouvoir ouvrir leurs portes en début de semaine prochaine face au possible risque de contamination au plomb suite à l'incendie du 15 avril? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, estime aujourd'hui qu'il faut être prudent, alors qu'Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire Anne Hidalgo, affirme que rien ne justifie un report puisque tous les taux relevés désormais sont assurés en dessous des seuils sanitaires. Et juste avant la rentrée, il y aura encore beaucoup de monde sur les routes selon les dernières prévisions de Bison Futé. La journée de vendredi dans le sens des retours sera rouge en Ile-de-France et orange partout ailleurs. La journée de samedi dans le sens des retours également sera rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et orange dans les 2 sens au niveau national. Enfin, on vient d'apprendre la disparition de Nancy Holloway. La chanteuse américaine de jazz s'est éteinte à l'âge de 86 ans. Nancy Holloway, installée en France depuis le début des années 60, s'était produite à ses débuts à Paris au Mars Club, au Blue Note. Elle avait connu le succès avec T'en va pas comme ça, une reprise en français de la chanson de Dionne Warwick, Don't Make Me Over. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.